Je trouve ça aberrant en fait dans notre société, le fait que quand quelqu'un tombe malade mentalement, il n'y a plus personne. Parce qu'il y a un déni total sur la condition, sur la santé mentale, sur nos émotions, nos ressentis, etc. Et de ce fait, dès qu'on ne va pas bien, comme on n'est pas pris au sérieux, on se retrouve dans une boucle qui nous impacte physiquement. Et après, une fois qu'on a les deux corrélés, c'est fini. Bonjour à toutes et à tous. Bienvenue dans OK Zoomer. Donc, c'est une émission où on donne la parole aux jeunes. Les Zoomers, ce sont la génération de 18 à 25 ans, donc c'est votre tranche d'âge. Moi, j'ai 29 ans, je m'appelle Nesrine, je suis la génération juste un peu au-dessus. Les millennials, la génération Y. Et donc, avant qu'on rentre dans le vif du sujet du jour, qui est la santé mentale, ce que je vous propose, c'est qu'on fasse un tour de table pour que chacun puisse se présenter. Donc, nom, prénom, votre âge. Et puis, si vous avez envie de donner un élément de présentation, vous êtes libre. Je t'en prie. Alors, moi, je m'appelle Adil, je suis créatrice de contenu sur Instagram. J'ai écrit un livre qui s'appelle Hello Anxiété et je suis étudiante actuellement en LCR anglais. Du coup, moi, c'est Amélie, j'ai 23 ans. Je viens de terminer mon master en marketing du luxe, de la mode et de l'art. Je suis créatrice de contenu sur TikTok, où je parlais normalement de santé mentale, de ce que moi j'ai vécu et je partage un petit peu mon processus de guérison. Du coup, moi, je m'appelle Harry, j'ai aussi 23 ans, parce que pardon, on a tous 23 ans. Je viens de finir mon master en direction artistique en graphisme, et à côté, je fais aussi de la création de contenu sur TikTok, Instagram et YouTube sur la santé mentale. Donc, je parle de mon quotidien avec mes troubles, etc., pour aider les gens. Ça marche. Je m'appelle Marcus, j'ai 24 ans, et je suis hôte d'accueil dans un groupe de recherche pharmaceutique. Et au-delà de ça, je fais de l'art et de la musique. Enchanté déjà, bienvenue à vous tous et à vous toutes. Donc on le voit récemment avec notamment ce qui s'est passé pour le Covid et la grosse pandémie, c'est devenu un vrai sujet de société, la santé mentale, notamment pour les jeunes. Avant de vous poser des questions un peu plus spécifiques, parce que vous avez des parcours individuels qui sont intéressants et qui peuvent justement être de bons conseils pour ceux qui nous regardent, je vais d'abord vous montrer, sous ce panneau, il y a un gros cliché qu'on peut avoir sur la génération Zoomer. Vous êtes prêts ? Ouais. Et prête, surtout, il faut que j'arrête de dire prêt, alors qu'on a un homme en minorité aujourd'hui. Vous êtes prêts ? Tu seras prête aujourd'hui ? Je le prends bien, pas de souci. Je prends plaisir. C'est parti. Les jeunes ont tout pour être heureux. Est-ce que vous êtes d'accord avec cette affirmation ? Non. Je t'en prie, du coup, pourquoi tu n'es pas d'accord avec cette affirmation ? Parce qu'il y aurait plein de choses qui sont soi-disant mises en place pour nous aider, et quand on est réellement dans la galère, on se rend compte que c'est pas le cas. Donc on est en difficulté en permanence, que ce soit scolairement, financièrement, émotionnellement. On ne nous écoute pas et on nous censure. Donc je pense pas qu'on ait tout pour être heureux, en tout cas notre génération là en 2023. Vous êtes d'accord avec Complètement. Je suis totalement Oui, d'accord. totalement. Au-delà du fait qu'aujourd'hui, on n'a pas tous les problèmes de guerre, machin et tout, il faut savoir qu'il y a un truc qui s'appelle les traumas transgénérationnels, où en fait, on n'est pas obligé d'avoir, nous, vécu des traumatismes pour avoir les séquelles de nos parents, grands-parents qui, eux, ont vécu des traumatismes. Et c'est des études qui sont sorties, scientifiques, où en gros, c'est dans un génome qu'on transmet en fait nos traumatismes à nos enfants, et particulièrement chez les femmes. Du coup, voilà, c'est pas forcément... Mais tu fais bien de le préciser, parce que c'est ce qu'on appelle l'épigénétique, donc Oui. c'est tout ce qu'on a tous hérité de nos traumas familiaux, Voilà. et on veut en plus en revenir là-dessus, sur le stress aussi post-traumatique qu'il peut y avoir C'est après ça. tout ça. Mais d'abord, j'ai envie de vous poser une question qui est un peu basique, mais ce qui va permettre de lancer la conversation. Est-ce que vous trouvez qu'à l'heure actuelle, dans notre société, même si on en parle plus, on met à la même hauteur la santé physique et la santé mentale, ou est-ce que vous trouvez que c'est encore minimisé, alors qu'on sait bien que les deux vont ensemble, mais est-ce que vous ne trouvez pas qu'il y a encore une manière de considérer la santé mentale comme secondaire par rapport, par exemple, à une blessure physique ? Est-ce que c'est quelque chose que vous remarquez ? Alors moi, me concernant et en avoir été témoin, oui, j'observe qu'on désolidarise beaucoup la santé physique et la santé mentale, alors que ça reste la santé. Et malgré le fait qu'il y a des médecins, des scientifiques qui prennent la parole sur ça, notamment à l'OMS, qui disent très clairement que ça n'est pas à désolidariser, ça ne doit pas se désolidariser en fait. En fait, c'est tout simplement un souci, on va dire, générationnel à ce niveau-là, et parfois c'est très communautaire en fait. C'est dans leur religion, ça n'existe pas, dans quelconque croyance en fait, ça n'existe pas. Et donc de ce fait, personne ne prend ça au sérieux, je trouve. Tu es d'accord avec ce que... Alors, Ce que vient de dire Marcus. je suis totalement d'accord avec ce qu'il a dit parce que la santé mentale et la santé physique, elles sont interconnectées. Je trouve ça aberrant, en fait, dans notre société, le fait que quand quelqu'un tombe malade mentalement, il n'y a plus personne. Quand quelqu'un tombe malade physiquement, tout le monde est là à offrir des fleurs, des bonbons, enfin, tout ce que vous voulez. Et la santé mentale, pardon, elle est très taboue. Et très mal connoté, c'est-à-dire Oui. que ça crée... Tu veux dire que ça crée du rejet de la part des gens qui ne savent pas comment... Ils sont inconfortables, rejet, et également en fait parce qu'ils ne savent pas quoi faire. Donc je trouve qu'il y a un énorme travail à faire pour
arrêter de stigmatiser en fait tous les problèmes mentaux et en fait en faire une priorité. La santé physique et la santé mentale vont ensemble et les deux sont très importantes. Et d'ailleurs, comment ça peut se manifester une santé mentale défaillante physiquement? Est-ce que vous, dans votre santé mentale, il y a des façons physiques de justement de concrétisation de cette anxiété? Comment ça peut s'exprimer justement quand on a une santé mentale qui est fragilisée à un certain moment? Alors ça, c'est pour moi, pour le coup en partie. Moi, je subis à peu près tous les symptômes qui sont liés à mon anxiété généralisée ou à mon trouble borderline, par exemple. Donc, je perds énormément mes cheveux, je fais beaucoup de crises d'angoisse, j'ai des problèmes intestinaux très, très, très importants au point d'aller voir des spécialistes pour voir si j'ai pas, au-delà de ce côté psychosomatique, il y a réellement des blessures physique que je me suis infligée parce que ma santé mentale s'est traduite aussi par des troubles du comportement alimentaire à cause du stress. Et une fois que ce côté-là est impacté, une fois que l'alimentation et le sommeil sont impactés, c'est fini pour l'état physique. Donc à ce moment-là, on est considéré déjà comme fou par certaines personnes et parce qu'il y a un déni total sur la condition sur la santé mentale, sur nos émotions, nos ressentis, etc. Et de ce fait, dès qu'on ne va pas bien, comme on n'est pas pris au sérieux, on se retrouve dans une boucle qui nous impacte physiquement. Et après, une fois qu'on a les deux corrélés, c'est fini. Parce qu'on n'a plus la force de se lever, comme par exemple on ne mange plus, trop de crises d'angoisse dès le matin avant d'aller attaquer une journée de boulot, où vous êtes complètement en terreur nocturne la nuit, le matin vous n'êtes même pas reposé finalement. Et quand ça s'accumule au fil des jours, des semaines et des mois, à la fin, c'est un trou sans fond dans lequel on tombe. Et tout le monde autour de nous ne le prend pas au sérieux. Non, pas forcément. Juste à parler du trouble borderline, je pense qu'il n'y a pas tout le monde qui est au courant de ce que c'est. Est-ce que tu peux nous expliquer ou juste comment chez toi ça peut se matérialiser? Du coup, c'est un des nombreux troubles de la personnalité qui peuvent exister. Alors, tous les symptômes se ressemblent tellement que des fois les diagnostics se sont erronés ou pas les bons en premier lieu. Ça ressemble énormément, par exemple, au trouble, à la maladie bipolaire. Pour ma part, c'est vraiment de l'instabilité émotionnelle, des gros pics d'impulsivité, des tremblements ça va très très vite en fait. Et il y a un côté hypersensible qui est associé. Tout est poussé à l'extrême. Et comme ça switch très très rapidement, on ne se comprend pas, personne ne nous comprend. Et en découle de ce trouble tellement de symptômes et également de termes, comme j'ai appris la dépendance affective. C'est des conséquences, une des conséquences clés de ce trouble. Et ce trouble, souvent, se crée de traumatismes dont parlait Harry tout à l'heure, liés à l'enfance, liés au schéma répétitif de la famille également. Et vous, du coup, comment ça peut se matérialiser chez vous, l'anxiété? Est-ce qu'il y a des manifestations physiques comme ça qui peuvent être très fortes? Je trouve que l'anxiété, il y a toujours des manifestations physiques, même si on ne se rend pas compte. Par exemple, j'ai connu une personne qui avait des troubles d'anxiété. C'était physique, mais elle ne savait pas que c'était de l'anxiété. Et il y a énormément de personnes qui ne savent pas encore aujourd'hui que comme j'ai dit, la santé mentale et physique vont ensemble. Et donc, quand il y a des symptômes physiques, par exemple, crise d'angoisse, ils ont l'impression de devenir fous, etc. Je trouve que quand mentalement ça ne va pas, les symptômes physiques, ils suivent toujours. Et puis même des fois, ça peut être aussi inconscient, parce que je sais que moi, j'ai un stress post-traumatique complexe. Et pendant très longtemps, je ne l'avais pas conscientisé, mais par exemple, j'avais un traumatisme lié au milieu médical et à l'hôpital. Et quand on me disait le mot urgence, je tombais dans les pommes directement. Et je n'ai jamais su pourquoi, jusqu'à il n'y a pas longtemps, en thérapie ou... où on traite les traumatismes, mais même dans d'autres troubles que l'anxiété ou des choses comme ça, en fait, on peut avoir des symptômes qui sont physiques sans forcément les comprendre psychiquement tout de suite. Et c'est assez perturbant. Est-ce que toi, tu as des troubles spécifiques? Alors du coup, j'ai un trouble de la personnalité borderline, j'ai un trouble dissociatif de l'identité et j'ai un trouble de l'attention avec hyperactivité. Donc c'est pareil pour le trouble de l'attention, j'avais plein de symptômes physiques, j'avais plein de problèmes de mémoire, de problèmes pour hiérarchiser mes tâches, beaucoup d'anxiété justement par rapport à ça parce que je me sentais très vite submergée, j'avais beaucoup de crises de colère à cause du sentiment de frustration à cause de ça, etc., qui impactaient ma famille, qui m'impactaient moi, qui impactaient tout. Et j'étais diagnostiquée super tard, genre à 21 ans, alors que les symptômes physiques, ils étaient déjà là depuis très longtemps. Et toi, est-ce que tu as des troubles comme ça qui se manifestent physiquement dans ton quotidien ou de manière régulière? En fait, je fais un syndrome post-traumatique. Et c'est assez complexe là aussi parce que... Qui est lié à quoi? À une expérience Justement à une dépression. En fait, j'ai fait une dépression assez jeune, de mes 9 ans jusqu'à mes 19 ans. Et arrivé jusqu'à mes 19 ans, je me suis rendu compte que c'était... Justement, on me remettait beaucoup en question, notamment mon entourage, sur le fait que j'ai tout pour être heureux. C'est à ce moment-là, justement. À regarder de plus près, oui, effectivement, je voyais que je souffrais plus du tout de harcèlement scolaire. C'était une grande partie de ma vie, ça, justement, le harcèlement scolaire et raciste, notamment. Et en fait, je ne vivais plus ça. Et je me suis posé la question, comment ça se fait que le stress que je vis
au quotidien. L'anxiété, en fait, c'était limite viscéral. C'est-à-dire que justement, il y a une question de tremblement, de le ressentir, c'est très physique. Et en fait, ça m'a poussé à aller voir mon psychologue qui m'a vu, en fait. Et il a effectivement décelé en moi que je faisais un syndrome post-traumatique. L'explication, c'est que à force d'avoir vécu des événements dramatiques qui vont de la violence physique, verbale ou rejet frontal aussi. Oui, ouais. voilà, notamment de la famille, de l'entourage. En fait, ça crée en fait des névroses, tout simplement, même si on peut prendre des prédispositions pour s'en prémunir. Voilà. En fait, ça ne change rien. Ça reste, ouais. Mais c'était intéressant ce que tu dis, et je voulais revenir sur cette idée aussi de stress post-traumatique, parce que moi aussi j'ai été victime de harcèlement scolaire pendant très très longtemps, et pendant longtemps je ne comprenais pas aussi pourquoi je n'arrivais pas à dormir, ou pourquoi j'avais de l'anxiété sociale, c'est-à-dire qu'on peut avoir du mal quand on a été victime de harcèlement scolaire à faire confiance aux gens, et vous avez tous parlé des réseaux sociaux, l'importance pour vous d'utiliser ces plateformes pour alerter justement sur toutes ces questions santé mentale qui ne sont pas vraiment prises en charge par les écoles, en tout cas par l'éducation au sens large. Est-ce que ce n'est pas compliqué, justement, quand on a un trouble anxieux, de s'exposer, de devoir faire face au cyberharcèlement aussi? Comment vous arrivez à gérer ça? C'est-à-dire, est-ce que ça ne vous crée pas une anxiété supplémentaire? Ou est-ce qu'il y a une satisfaction de se dire « j'aide des gens, en réalité, à se comprendre et du coup, je supporte un peu les critiques virulentes » C'est vraiment à double tranchant. Moi, je me suis lancée parce qu'un jour, je me suis dit en fait, j'ai plus rien à perdre et quoi que je fasse, il y a toujours quelqu'un qui vient me critiquer, qui vient me malmener. J'ai vécu 15 ans de harcèlement scolaire, du primaire jusqu'encore en études supérieures, avec à côté une pression familiale. Enfin, du coup, satisfaire tout le monde sans penser à soi, ça a commencé à me taper sur le système. Et je me suis dit, je me lance. Au début, c'était dur de passer outre le regard des autres. J'utilisais beaucoup d'effets pour qu'on soit concentré sur ce que je dis et pas sur mes défauts physiques. Et en fait, de fédérer une communauté qui devient de plus en plus vraiment active, qui me reconnaît maintenant et qui me dit merci, qui vient des milliers de DM par jour pour me raconter leurs histoires et leurs souffrances. Donc à la fois, c'est très dur à prendre et en même temps, c'est une sacrée revanche parce que je sais qu'il y a des gens qui ont contribué à mon mal-être et à mon harcèlement qui me voient, qui me stalkent, comme on dit. Et je sais qu'à côté... Les haters. Exactement. Et je sais qu'à côté, je dis des termes dans lesquels ils se reconnaissent. Je parle toujours que de mon expérience. Et je suis contente parce que les gens me disent merci, tu m'aides à... moi aussi parler, en fait, aujourd'hui. Et à vivre mieux les symptômes de l'anxiété. C'est ça. Et du coup, dans ce sens-là, avec ma notoriété et ma communauté qui a grandi, je me sentis plus légitime et je me suis dit, en fait, au pire des cas, les haters augmentent mes statistiques. Et dans tous les cas, j'ai quand même une grosse communauté qui fait que je me sens légitime sur les réseaux sociaux et je n'ai plus honte de publier. Le début, se lancer, c'est très difficile parce qu'on a tous peur du regard des autres. J'ai souvent entendu, je sais pas, pour vous les filles, pour toi aussi, ce côté, quand on a des mauvais commentaires sur les réseaux, t'as qu'à pas être sur les réseaux, en fait. Liberté d'expression, t'as qu'à pas parler, etc. J'étais là, mais je ne m'empêcherai pas de combattre, de véhiculer mes valeurs parce qu'il y a 2-3 haters qui vont me faire un peu du mal et je prends du recul sur ça. Et ça montre aussi à quel point on n'est pas éduqué à l'empathie. C'est-à-dire que, la question, elle est sur la table de est-ce qu'il faut intégrer des cours d'empathie à l'école? Et c'est vrai que c'est une vraie question de est-ce que c'est pas plutôt à l'inverse de dire oui, c'est un peu en retard, mais la question, c'est est-ce qu'on n'éduque pas plutôt les enfants à justement se respecter les uns les autres? Et c'est assez fou parce que, encore une fois, je le dis, mais vous utilisez les réseaux sociaux et je trouve que c'est assez marquant à quel point les gens qui sont victimes de harcèlement scolaire vont vers ces plateformes-là et que ça peut être une créativité supplémentaire, une manière de contrecarrer justement la haine qu'on reçoit. Je pense qu'il y a aussi un côté de volonté de reconnaissance et d'acceptation quand on se lance sur les réseaux. Je pense que pour avoir discuté avec certains influenceurs et tout, il y a beaucoup de gens en fait qui sont sur les réseaux qui ont eu des passés assez compliqués avec leur image, que ce soit du harcèlement ou juste des problèmes avec leur corps, etc. Et j'ai l'impression qu'il y a beaucoup de gens, de créateurs de contenu sur les réseaux maintenant qui ont ce besoin en fait, et même moi ce serait hyper hypocrite de dire que j'ai pas ce côté-là aussi de il y a des gens qui peuvent m'apprécier comme je suis maintenant, il y a des gens que je peux aider, j'arrive à créer quelque chose de positif et j'arrive en fait à avoir des gens qui me ressemblent autour de moi, là où en fait quand on n'utilisait pas les réseaux on était assez isolés ou seul, je sais pas vous, mais il y a ce côté un peu aussi de volonté d'être accepté, de reconnaissance qu'on cherche à travers nos communautés et les réseaux et qu'on a, et c'est cool. En ce moment, moi j'ai beaucoup de jeunes qui viennent me DM justement pour tout ce qui est harcèlement scolaire, etc. et que j'essaye d'aider un
maximum parce que ça me fait de la peine. Je ne voulais pas qu'il y ait des enfants qui se retrouvent dans la même situation que moi. Et ça me fait du bien de me dire que je peux les aider là où moi, je n'ai pas pu être aidée à l'époque. Et toi, Marcus, comme on le disait, tu es en minorité parce que tu es le seul homme sur le plateau. Mais j'ai l'impression que pour les hommes, c'est encore plus compliqué de parler de la santé mentale parce qu'il y a un poids social en jonction à la virilité, à la masculinité, qui fait qu'il y a peut-être un malaise vis-à-vis du fait d'exprimer ses émotions. Est-ce que tu arrives à trouver des espaces où les gens sont prêts à écouter tes émotions? Est-ce que ton groupe d'amis est assez solidaire vis-à-vis de ça? Comment on fait quand on est un homme et qu'on a envie justement de déconstruire cette injonction-là? Par chance, les gens avec qui je parle ont quand même notion du fait que la santé mentale, chez les hommes, en fait, ça touche beaucoup d'hommes, en fait. Et que on fait pas la différence entre hommes et femmes. J'ai de la chance à ce niveau-là. Dans l'immédiat, sur Internet, j'ai remarqué que les discours sont très minoritaires sur ça, effectivement. Que quand on en parle, en fait, il y a on essaie beaucoup de nous faire comprendre que nous, les hommes, c'est de la victimisation. Pour moi, c'est un manque d'intelligence, tout simplement. C'est un manque de sensibilité sur ça. Et je suis prêt à l'entendre, même si c'est complètement aberrant. Je n'intellectualise pas ce problème-là. Je me dis juste que c'est des personnes qui sont pas intelligentes et qui n'ont pas envie de faire l'effort de se rendre compte qu'il y a un problème. Je ne prends pas les réseaux sociaux, en fait, pour en parler. Dans l'immédiat, je vais aller voir les écoles, je vais aller voir les plus jeunes, parce que bon, il y a du harcèlement scolaire, il y a du harcèlement aussi dans les milieux professionnels. Mais l'utilisation des réseaux sociaux dans l'immédiat, je l'utilise pas. Je fais des projets musicaux dans mes idées artistiques. Je montre des clips, je montre de la musique, je mets en valeur des artistes, en fait, qui décident d'en parler. Et je pense que c'est la meilleure façon pour moi de pouvoir sensibiliser, en tout cas. Et de montrer que ça concerne tout le monde, c'est une question non genrée, en fait. Ça ne concerne pas... Et de fédérer aussi. Comme disait Amélie, l'idée de fédérer aussi qui est important. Et je trouve qu'on manque cruellement d'unité à ce niveau-là. Toi, Adil, est-ce qu'il y a aussi cette volonté-là de se sentir utile avec le fait de faire un livre, le fait d'être très actif sur les réseaux sociaux? Alors, les réseaux sociaux, en fait, quand on était jeunes, on a tous à peu près 23 ans, donc on est de la même génération, on a à peu près vécu les mêmes choses. Je trouve qu'à l'époque, il n'y avait pas ces comptes-là. Et tout ce qui est compte santé mentale, tout ce qui est la parole par rapport à la santé mentale, elle est arrivée vraiment après le Covid. Oui. Ça a vraiment, en fait, déclenché un mouvement par rapport à la santé mentale parce que tout le monde s'est rendu compte qu'on était livrés seuls face à nous-mêmes. Et en fait, le fait d'en parler sur les réseaux sociaux, parce que c'est à ce moment-là que moi, par exemple, j'ai lancé mon compte Instagram, on se sent compris, moins seul. Et voilà, en fait, c'est cette sensation en fait, de pouvoir aider les autres et de se dire qu'une autre personne, en fait, a la chance, en fait, de pouvoir y accéder à ce genre de contenu. Donc voilà, moi, quand j'étais jeune, j'aurais adoré avoir un compte comme le mien ou comme le vôtre pour pouvoir m'aider et me sentir moins seule, quoi. On va parler juste après de l'importance du diagnostic et de la réaction à la famille, aussi de l'accompagnement à la famille, mais je vous propose entre-temps qu'on fasse un petit jeu. Ça va détendre l'atmosphère. Alors en fait, c'est très simple. Le jeu, ça s'appelle la Safe Zone. Okay. Et c'est 3 questions et vous répondez de la manière la plus honnête possible. Et le but, c'est qu'on crée tous ensemble une Safe Zone, mais ce qu'on a en réalité depuis le début. J'ai l'impression que tout le monde se sent plutôt en sécurité ici. Donc on va continuer de créer cette Safe Zone. La question, c'est est-ce que vous allez bien? Mais vraiment bien. Allez, c'est parti. 1, 2, 3. Let's go! Il y a 3 non. Il y a 3 non et il y a 2 oui. Moi, je veux savoir, on commence par le négatif ou le positif? Par le positif. Allez, par le positif. Alors moi, tout va bien. En tout cas, tout va bien. On a dit, est-ce que ça va vraiment bien? Non, mais alors non, je vais vous expliquer, c'est pour une raison très simple, c'est parce que moi, je suis pas consciente de mes traumas en H24. Donc, un semi-déni. Voilà, non, c'est pas du déni, c'est dû une protection de. Voilà, c'est dû à mon trouble dissociatif, mais en fait, moi, je n'ai pas conscience de mes traumas de manière quotidienne. Ça va plus être des épisodes et des crises, etc., que je vais avoir de temps en temps. Alors des fois, je vais avoir des semaines où ça peut être horrible parce qu'effectivement, en une semaine, je vais me sentir très très mal pendant 2-3 semaines, et des phases comme aujourd'hui ou comme maintenant où ça va assez bien, genre franchement ça va, j'ai pas de problème, tout va bien dans ma vie jusqu'à la prochaine Et toi aussi tout va bien? Bah alors moi honnêtement oui. Je suis désolée pour ceux qui vont pas bien culpabiliser les autres. Trop chou. Je vais bien en ce moment, je trouve que tout va pour le mieux et donc je suis contente. À part si je suis un peu stressée là actuellement, mais sinon honnêtement je suis vraiment reconnaissante du fait que en ce moment ça va, même si pendant très longtemps ça n'allait pas.
Donc, oui, je suis super reconnaissante. D'aller bien. de- de On ces est content petits pour toi moments aussi. de- Donc, voilà. À ton tour. En fait, moi, je suis en train de penser à mes proches qui vont voir la vidéo et qui vont se dire mince, elle est pas heureuse avec nous. Ouais. Mais Moi, j'y pense. en fait, c'est l'inverse un petit peu d'Harry. Moi, pour le coup, c'est que j'ai une conscience totale et permanente des traumatismes dans lesquels je vis, D'accord. sans avoir la clé pour avancer. Et comme il y a les traumatismes anciens et de nouvelles choses dans le présent qui s'accumulent, en fait, j'ai une ligne continue, puis une autre ligne, puis une autre ligne. Du coup, même s'il y a beaucoup de choses positives qui arrivent, l'anxiété est toujours très présente et je ne peux pas dire officiellement que je vais bien, parce que là, je suis plus dans une phase un peu maniaque de mon trouble. Et du coup, c'est un Ça petit peut peu... être intense. Je fais attention justement à pas non plus penser que tout est guéri, pour pas non plus faire n'importe quoi, notamment un sevrage de traitement trop tôt ou quoi ou qu'est-ce. Mais je suis quand même reconnaissante, ça va un peu mieux qu'avant, mais pas assez pour dire que je suis heureuse non plus de vivre. C'était dur dit comme ça. Désolée. Non, j'ai tout compris, moi. C'est ton Ok. ressenti. Non, alors moi, Tous les ressentis sont valides. C'est la safe zone, donc tous les ressentis sont valides. Donc toi, pourquoi effectivement, j'ai mis non avec 3 petits points. J'aurais dû mettre un point d'interrogation. Mais en fait, ça se situe entre vous deux. C'est-à-dire que. Ah voilà, on aurait dû faire une échelle. Bah ouais, en fait, parce que c'est dur de dire oui ou non à cette question. Parce qu'en fait, le syndrome post-traumatique chez moi, ça se manifeste différemment. C'est-à-dire que, en gros, mon psychologue m'a expliqué que mes crises, entre guillemets, d'anxiété, de stress ou de paranoïa, si on peut dire ça, elles vont se manifester à des moments qui sont complètement random. C'est-à-dire qu'il va y avoir des moments où je vais me sentir très très heureux, mais si on me laisse 2 minutes tout seul dans un coin de rue ou dans un couloir, je peux me mettre à pleurer et ça ira mieux. C'est-à-dire qu'en fait, c'est très très court. C'est par vague. Voilà, ouais, c'est par vague. Et on m'a expliqué que quoi qu'il en advienne, si dans 10 ans, 20 ans, mes projets professionnels fonctionnent, que j'avance, que je sais pas, je fais une famille, j'ai des enfants, en fait, ça se manifestera aussi de la sorte, en fait. Quoi qu'il en advienne. Mais je suis prêt à dealer avec ça. J'ai mis non, mais en fait, je suis heureux quand même. C'est-à-dire, quelque part, je me rends compte que j'ai de la chance d'être encore en vie, alors qu'il y a quand même 10 ans de cela, il y a eu des pensées noires, il y a eu beaucoup de remises en question sur est-ce que la vie vaut la peine d'être vécue. Il y a quand même de l'évolution. Je trouve que c'est cette phase en fait inconfortable de la vingtaine Oui. où c'est vraiment par vague et on n'en parle pas assez en fait de la vingtaine. Je pense que on est tous, c'est nos premières années à être des adultes et donc c'est très inconfortable en fait de devenir adulte, de devoir faire face à toutes ces vagues de bonheur et en même temps de stress, d'anxiété, etc. Surtout quand tu as une construction Ouais. émotionnelle compliquée, tu arrives en tant qu'adulte en étant construit avec beaucoup de traumatismes. Ouais. Du coup, tu commences un peu avec un pied d'inégalité avec d'autres personnes. Donc, en tout cas, dans On voit cette les autres sphère-là, réussir. c'est la vingtaine est peut-être encore plus compliquée qu'elle ne l'est de base, juste passer le step adulte. Ouais, c'est le moment où tu C'est commences adulte à- plus problème psy, en fait. Ouais. C'est le moment où tu commences à conscientiser que en fait, tout ce qu'on t'a appris dans ton enfance et tout ce que tu as vécu, c'était pas forcément normal ou sain, et que tu apprends à déconstruire. Donc en fait, t'as un travail supplémentaire en plus de devoir se construire en tant qu'adulte, de trouver un taf, d'avoir son déconditionner appart, de ce que tu machin, connaissais avant. Tu dois te déconditionner et recommencer à zéro par rapport à bah oui, mais il faut que je traite ça et ça dans mon passé en même temps pour avancer là-dessus ensuite. Donc en fait, c'est que des allers-retours pour pouvoir avancer. Puis il y a le manque de considération aussi de la part des personnes un peu plus âgées. Parce que il y a aussi Totalement. le truc de 20 ans, Aujourd'hui, on est c'est adulte. pas les mêmes problèmes, T'es bien sûr. jeune, On Mais n'est pas c'est considéré pas, adulte par tout le monde. Moi, Non, je trouve. ouais, Justement, Non, c'est plus plus, Pourtant, vous l'êtes légalement. Surtout dans- Légalement, Oui. mais alors que légalement. Et que Surtout quand au ça arrange travail. certaines personnes, je pense. c'est plus Au à base travail. on te fait comprendre que c'est pas les mêmes problèmes de quand tu vas avoir 30 ans ou 40 ans. Et donc, du coup, pour créer cette safe zone, il faut aussi regarder en face les endroits qui sont pas safe. Quels sont les endroits, les lieux ou les situations? Choisissez juste un endroit qui est extrême pour vous, où vous vous sentez pas safe du tout. D'accord? Oh wow, ok. Vous êtes prêts? Oui. 1, 2, 3. L'oral Oh, à l'école, wow. quand il y a des gens que je ne connais pas. voulais mettre Là, ça ça va, aussi. du coup. métro. Grosse soirée, en En date. date. Ah ouais. Métro. Et métro. Ouais, moi, depuis le Covid, le métro, c'est plus possible. Ouais. Ma dernière question, elle est justement contre ces lieux d'angoisse. Qu'est-ce qui vous apaise en ce moment? Une activité ou un lieu, Oh. quelque chose qui vous aide à gérer votre anxiété? Vous êtes prêts? Je l'ai. 1, 2, 3. Mes rencontres amoureuses, du coup, ou c'est juste mes rencontres tout court? C'est me rencontre tout court avec un gros cœur. J'ai été hors sujet au niveau de la Bibliothèque? question. Ben non, t'as le droit. Ah, t'as le droit de kiffer la Pourquoi t'as le bibliothèque. droit de kiffer la bibliothèque? Ça t'apaise. Un endroit qui t'apaise.
Ah, C'est un ça. endroit qui t'apaise, ok. Enfin, Ça va, alors. Donc ça Moi, marche. j'ai Très passé bien, du temps ça. avec mes rencontres. L'art en C'est- général, J'aime être bien sur ça. scène. Moi, j'aime regarder des documentaires sur l'univers. C'est peut-être moi qui suis sur le Oh. sujet finalement. Moi, ça me fait bader. Hein, ça. Ah non, mais au contraire. Ça Le va- fait de te mais- sentir dans un espace qui est très très grand, dont Parce tu ne que contrôles pour pas, m- moi, ça m'aide. Quand je dis mes rencontres, c'est parce que pour moi, ma safe place, elle n'est pas dans un lieu particulier. Elle est dans ma tête. Mhm. Avec ma psy, on essaie de me créer justement un espace sain juste pour moi avec des mots-clés en déclenchant avec de l'EMDR. Et je travaille beaucoup sur ça en ce moment. Le MDR, c'est une technique, on peut en préciser, Oui. c'est une technique cognitive pour gérer les traumatismes avec notamment le faire travailler le regard et des choses C'est comme ça, ça. moi c'est avec les vibrations pour Voilà. l'instant, mais il y a plusieurs techniques et Oh. je découvre Mhm. et j'ai fait beaucoup de psychiatrie et j'ai vu des psychologues et c'est la première fois qu'il y a quelque chose qui m'apaise quand effectivement je suis en anxiété. Je me mets dans cette safe place, mais là pour l'instant ça corrobore vraiment avec les nouvelles rencontres que j'ai faites suite à ma création de mon compte TikTok, de mon groupe de soutien après. Et grâce à ça, j'ai rencontré une de mes nouvelles copines et mon petit copain aussi. Trop Donc en ce moment, Mhm. et mes projets se construisent depuis 4-5 mois autour de tout ça. Et donc entre projets et rencontres, Tu trouves ton là ta c'est safe place. voilà, c'est une safe place mais qui bouge en fait. Incroyable. Toi, t'as mis bibliothèque parce que c'est les livres, la solitude de la lecture ou rien à voir? Et oui, c'est la solitude. En fait, c'est le fait d'être dans le silence. Ah, On est tout le temps dans le bruit. On est entouré, Même dans mais- les ascenseurs, il y a de la musique. Et le fait d'être dans le silence, d'écrire ou de lire ou de faire ses devoirs, etc., il n'y a rien de mieux. Donc, ouais, la bibliothèque, l'endroit où il y a le plus de silence, quoi. Puis il y a des gens, mais il y a du silence. Genre, t'es pas forcément seul. C'est ça. C'est ça Donc, qui est cool. J'adore. c'est agréable, en fait, d'être dans une bibliothèque. Moi, j'ai mis Ah l'art, ouais, l'art en général. Oui, parce que au départ, je voulais mettre chant et dessin, mais je suis aussi du piano. Enfin, ça faisait beaucoup. Du coup, moi, l'art, c'est ma seule manière de m'exprimer. Donc, c'est vraiment le côté passion, mais qui me permet d'avoir un exutoire, en fait. Ça, c'est vraiment perso, c'est-à-dire que personne m'a jamais entendu chanter, mais genre, Ouais. j'adore chanter quand je suis toute seule. Par contre, le piano, j'en ai fait longtemps, mais pareil, je compose beaucoup parce que c'est le fait de créer des mélodies qui me permet de communiquer, en fait, et de juste extérioriser certaines émotions, et surtout les émotions assez négatives, tout en restant poétique. Et puis le dessin, j'adore dessiner. Enfin, c'est quelque chose qui me repose beaucoup, que je fais dès que je suis stressée, et qui me permet d'être productive, de faire un truc concret tout en étant pas stressée et anxieuse par rapport au travail, quoi. Donc, Et toi, du coup, Je vais Marcus? je vais te suivre du coup. Ah. Alors j'ai mis être sur scène parce que moi aussi c'est très abstrait, on va dire. En fait, j'ai un projet artistique en fait où je me produis sur scène en tant que DJ et je suis masqué. En fait, c'est là aussi c'est un peu ma safe place de pouvoir porter un masque et de pouvoir me dire qu'on me juge sur mon art et sur ma musique plutôt que moi. Comme ça, je pourrais en être délaissé. Mais oui, c'est ma safe place parce que c'est une extension de moi-même en fait. D'être DJ, d'être sur scène. Je peux parler de ce que je veux, je peux être la personne que je veux. Et en fait, à bien des égards, je vois en face de moi des gens qui réagissent à mon art, en fait. Mhm. Donc le fait qu'il y ait une interaction entre les deux, entre moi et le public, ça permet en fait de pouvoir me délaisser de plein de stress et de plein d'anxiété. Et aussi, il y a l'idée de fédérer, en fait, finalement. Parce qu'au-delà de ça, l'art, c'est un formidable vecteur de valeur. Et j'estime que pour moi, c'était la façon la plus noble de pouvoir parler de moi sans être une personnalité extrêmement connue. Et on a parlé aussi, vous deux, vous en avez beaucoup parlé aussi de l'importance du diagnostic. Dans quelle mesure ça peut aider justement d'avoir un diagnostic officiel, d'être prise en charge par une thérapie, d'avoir des soins appropriés? Tu as parlé j'arrive jamais à le dire. EMDR. De l'EMDR. Je sais pas dans quel sens c'est les lettres, c'est EMDR ou EDMR. Donc Non, c'est bien EMDR, comme le mort C'est de ça. rire, je me fais un rappel Ah, comme ça. bah oui, bah voilà. C'est Sinon, c'est pas drôle, un mais bon au moins, je m'en mémotechnique. rappelle. C'est ça. Un mot technique. Dans quelle mesure, vous, ça a pu vous aider? Ou au contraire, est-ce que ça vous a fragilisé de savoir exactement ce dont vous souffrez, entre guillemets? Moi, me concernant, c'était plus au niveau de mon entourage. Je voulais pas entendre que ça va aller bien ou tu te mets trop de problèmes. Moi, ce que je voulais que les gens comprennent, c'est que ça fait partie de moi et que ça me suivra. Et je voulais juste que les personnes l'acceptent. Et ça a été un peu dur. Vous aussi, c'est un truc qui était compliqué, ça, le rapport avec vos proches face à vous, à vos chemins thérapeutiques, etc. Est-ce qu'il y a eu des jugements? Est-ce qu'il y a eu des phrases que vous n'avez pas compris? Moi, quand j'ai été diagnostiquée borderline, ma mère, elle est restée dans le déni toute sa vie. Jusqu'à l'année dernière, quand j'ai été diagnostiquée anxio-dépressive, suite du coup à un événement un petit peu traumatique également. Donc l'anxiété généralisée, c'était déjà là. Du coup, là, il y a eu anxio-dépression, ce pourquoi j'ai eu un traitement médicamenteux. Donc il n'y avait aucune obligation de le prendre, mais j'avais tellement testé psychologue, psychiatre, énergéticienne, magnétiseur, que je me suis dit, allez, on tente le traitement. Si le médecin dit que c'est approprié, ça l'est. Moi, ça m'a fait plaisir de me sentir comprise, parce que je suis pas venue en me disant... Bonjour, monsieur le psychiatre, je pense être tel ou tel, avoir tel ou tel trouble. Et donc, du coup, moi, j'ai dit mes symptômes. Qu'on me donne le diagnostic m'a conforté dans l'idée que j'étais pas
folle. Et par contre, ma mère, elle a décidé d'être dans le déni, de me prendre pour une folle, de ne pas comprendre donc tout ce qui était impulsivité, agressivité, sauf d'humeur, instabilité émotionnelle et hypersensibilité, alors qu'elle avait le diagnostic qui était tombé. Et même encore l'année dernière, c'est là vraiment, parce qu'il y a eu donc les pensées noires et vraiment la période, je pense, la plus difficile de mes 23 dernières années, où elle s'est réveillée et là, elle voulait carrément me faire interner. Parce que toujours dans cette histoire de folie, en fait. De c'est pas possible. Et comme mon état de santé mentale se dégradait, mon état physique aussi, j'ai été hospitalisée d'urgence et pour elle, c'était comme une tentative, en fait, de suicide. Elle a voulu prendre les informations comme elle le souhaitait, donc j'ai été complètement incomprise de ma famille. On m'en a même voulu, parce que j'ai perdu mon boulot à cause de ça, donc on a voulu d'avoir quitté un de mes emplois et de m'être fait virer pour ma santé mentale. Donc en fait, il n'y avait que mon médecin qui m'a diagnostiqué, qui m'a fait me sentir légitime, et que ce soit ma famille, mes proches, on va dire les amis, ou même les médecins, style aux urgences à l'hôpital, tout le monde m'a envoyé balader en me disant que je surchargeais les urgences, que je n'avais rien, que j'étais tarée, alors qu'un diagnostic est tombé, quoi. Donc je me suis sentie légitime pendant 5 minutes, et après j'ai eu l'impression d'avoir le nez figé sur mon diagnostic, surtout l'année dernière d'anxio-dépression, parce qu'à prendre des traitements tous les jours, en fait, on se représente que par ça. J'étais plus Amélie, j'étais la dépressive. Donc du coup, d'avancer quotidiennement avec maintenant le diagnostic officiel, on est là, c'est bon, je suis catégorisée, et puis comme les gens sont fermés d'esprit, désinformés sur la santé mentale, et ben c'est bon, je suis la folle du village, quoi. Et c'est très dur. Moi, c'était l'inverse, justement. Avant que je sois diagnostiquée, c'était là où j'avais l'impression d'être folle et que, en fait, tout le monde autour de moi me prenait un peu pour une folle, alors qu'après le diagnostic, ça a tout changé. Parce que du coup, moi, j'étais diagnostiquée super tard. J'étais diagnostiquée à 21 ans. Et pourtant, j'avais, comme j'ai dit avant, j'avais beaucoup de symptômes depuis que j'étais petite. Mes parents m'ont emmené voir des pédopsychiatres, deux différents. Ils n'ont rien trouvé à part le fait que j'étais précoce et que du coup, je devais sauter une classe parce que, voilà, les termes HPI, machin. Exactement. Voilà, ça, c'était tendance à l'époque. De plus en plus en ce moment. Voilà, et puis en plus, alors, faut savoir que le HPI n'est pas un trouble. Donc, c'est pas censé vous handicaper, en fait, dans la vie de tous les jours. C'est sûrement que vous avez une neuroatypie derrière qui se cache si jamais c'est problématique. Et du coup, c'était mon cas. Et moi, ça a été très particulier parce que j'ai fini à Sainte-Anne. Donc pour ceux qui connaissent Sainte-Anne, c'est le pôle psychotique de Paris. Voilà. Oui. J'ai fini à Sainte-Anne parce que j'ai fait un blackout de 2 semaines et que je ne me souvenais de rien alors que je suis allée travailler, suite à un choc émotionnel et en fait à un deuil. Alors que j'étais allée travailler, que je parlais à mes amis, etc. Je n'en ai aucun souvenir. Du coup, j'ai appelé un psychiatre qui m'a redirigée là-bas suite à mes symptômes. Il faut savoir qu'avant cette période-là, je m'étais jamais posé de questions sur ma santé mentale. Genre, j'avais des symptômes, je pensais être dépressive depuis des années, mais je pensais que j'étais juste folle et que j'allais vivre avec ça toute ma vie et que mes symptômes, de toute façon, vu qu'il y avait personne qui trouvait rien et que soi-disant j'allais bien, il n'y avait pas de souci, du coup. Et quand je suis arrivée à Sainte-Anne, je leur ai expliqué mes symptômes. Donc, je faisais des fugues dissociatives, beaucoup de dissociation, etc. Et en fait, ils ont cru que j'étais schizophrène. Du coup, j'ai passé 8 mois en consultation externe là-bas à avoir 2 consultations par mois pour me faire passer des tests et des tests et des tests. Donc, schizophrénie, autisme, TDAH, tout ce que vous voulez. C'est là que j'ai été diagnostiquée avec un trouble de l'attention. C'était par hasard, en plus, sur un des tests que je passais, où là, j'étais 97% au test, donc c'était sûr de chez sûr. Surprise. Quoi. Voilà, oui, surprise, parce que moi, j'intériorisais beaucoup mon hyperactivité. Du coup, en fait, dans ma tête, j'étais là en mode, mais non, mais j'ai pas ça, je suis pas du tout hyperactive, c'est trop bizarre. Alors qu'en fait, si, je le suis bien, et je peux vous le dire, parce que vu les traitements que je prends, je le suis bien. Et pareil, donc pour les symptômes de schizophrénie, en fait, il s'est révélé que j'étais pas du tout atteinte de schizophrénie, j'avais même pas d'épisode psychotique, j'avais rien de tout ça. Et ils ont mis 8 mois à trouver justement le fait que j'avais un trouble dissociatif. Et donc, ils m'ont réorienté vers un psychiatre qui était spécialisé dans ces troubles-là. Et seulement 1 an et demi après ma première entrée chez un psychiatre, j'ai eu mon diagnostic sur le trouble dissociatif de l'identité. Pour dire à quel point c'est long et ça peut arriver super tard. Ça peut prendre du temps, le diagnostic. Ouais. Et moi, j'étais dans le déni pendant toute ma vie. Enfin, je savais que j'avais un truc qui allait pas et que j'avais beaucoup, voilà, entre les amnésies, machin, etc. Mais en fait, quand vous grandissez avec ça et que votre trouble, vous l'avez depuis que vous êtes enfant, vous pensez que c'est complètement normal. Et que tout le monde a la même chose. Voilà, et que tout le monde est un peu... que ça fonctionne pas très bien. Voilà. Le côté, ce qu'on résume dans fou. Et oui, en fait, c'est ça. Et j'ai une question aussi, parce qu'on a parlé de la période post-Covid qui a augmenté le niveau d'anxiété. On est aussi dans un contexte où il y a un dérèglement climatique qui est assez effrayant pour nos générations. Qu'est-ce que ça participe, toi, par exemple, de ton anxiété? Est-ce que c'est quelque chose à laquelle tu penses, qui rajoute une problématique? Pendant longtemps, et même encore maintenant, nous les jeunes, en fait, on a tendance à penser, après 2030, il n'y a plus de planète.
Et en fait, c'est cette anxiété de se dire qu'est-ce qui va se passer après constamment. Est-ce qu'on a besoin vraiment de construire un avenir? Est-ce qu'on a vraiment besoin de se voir loin dans la vie, etc. Donc il y a toujours ce problème en fait d'avoir peur en fait de se projeter à cause de tous ces problèmes climatiques, à cause de tous ces problèmes politiques, de guerre, etc. En fait, il y a cette peur constante en fait, de se projeter et de se dire est-ce qu'on a vraiment un avenir dans ce monde-là? Est-ce que vos abonnés sur les réseaux sociaux vous en parlent souvent de l'éco-anxiété? Est-ce que c'est quelque chose qui est très commun? Non, honnêtement. Alors moi, c'est un peu particulier parce que je fais beaucoup part de pourquoi, du comment. Pour l'instant, en tout cas, je ne compte pas avoir d'enfants dans l'avenir et j'évoque énormément le réchauffement climatique, les conditions environnementales, même ce qu'on a dit, politique, etc. Bien sûr, ouais. Et du coup, j'ai des réponses par rapport à ça, de personnes qui sont assez d'accord sur le fait que pourquoi vouloir se créer la vie que nos parents, nos grands-parents créaient à des années différentes, en fait, à des époques différentes. Pourquoi avoir cette vie normale, lambda, codée de famille, 2 enfants, un chien, un chat dans un monospace et la maison dans la petite banlieue? Pourquoi ne pas profiter finalement de la vie tant qu'on est jeune et qu'on a la santé, je mets bien des gros guillemets si vous voyez. En fait, on n'a pas forcément le temps de le construire. Il n'y a pas le temps et la motivation elle est moindre parce qu'on se dit moins d'espoir avec tout ce qu'on entend. Merci beaucoup pour vos réponses honnêtes. Pour clôturer cette émission sur la santé mentale, je vous propose qu'on fasse un petit tour, que voilà, on dise chacune et chacun une phrase qu'on aime bien entendre justement quand on traverse une phase anxieuse ou une phrase qu'on dirait à quelqu'un qui traverse un moment anxieux. Je t'en prie. Moi, ça va être tu peux surmonter ces épreuves. Tu as les capacités de surmonter ces épreuves et le fait de ne jamais faire confiance à mes pensées après 22 heures. Ah, c'est pas mal ça. C'est vrai. Moi, c'est plutôt tu es légitime dans tes émotions et step by step sur la guérison. Alors moi, c'est plus une phrase d'accompagnant de personne, mais c'est plus peu importe ce qui se passe, je suis là et je te lâche pas. Ouais, elle a dit la meilleure phrase. Non, qu'est-ce que je peux dire? Ça ira bien. Demain, c'est un autre jour. Ok. Tout simplement. Merci beaucoup. On va garder ces phrases en tête et on les envoie au public qui nous regarde. Super. Pour leur c'était une bonne santé. C'était la meilleure phrase. Mais Prenez soin de vous. Merci beaucoup. Merci.